Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean Dupré. Bonjour Jean. Alors Jean, du coup, tu es praticien en hypnose, mais tu es aussi formateur donc à l'Arche en hypnose conversationnelle. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et comment t'en es arrivé à l'hypnose? Oui. J'ai commencé par faire du droit. Après, j'ai fait un peu de travers. J'ai fait un master de communication, j'ai été journaliste, j'ai été quoi encore? J'ai été organisateur de spectacles, consultant sur des projets artistiques, consultant sur de l'audiovisuel et de la technique. Il y avait encore d'autres trucs, mais je sais plus. Je fais pas mal d'actions associatives aussi en France et à l'étranger. Et puis ma compagne précédente est tombée malade. Elle a été diagnostiquée d'un cancer des ovaires en stade avancé. Et donc pendant 3 ans et demi, je l'ai accompagnée vers la mort. Et pendant ces 3 ans et demi, en journaliste, j'ai dit que j'étais journaliste aussi, ouais, peut-être. Pendant 3 ans et demi, j'ai étudié tout ce qui pouvait l'aider. Et parmi les choses qui pouvaient l'aider, j'ai trouvé, entre autres, la PNL et l'hypnose parmi les outils qui étaient les plus efficaces. Aussi bien d'ailleurs pour elle que pour moi, parce que pour aider l'autre, il faut aller un minimum bien. Ça te va comme réponse? Très bien. Et puis alors, je vais être plus précis, et puis je me suis formé à l'Arche. D'accord. Et puis avec d'autres, avec Bandler, avec Farelli, un petit peu avec Stephen Brooks, quelques jours. Enfin, des petites choses comme ça après. Ouais. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que tu pratiques l'hypnose à peu près? Formellement, on va dire une dizaine d'années. D'accord. Ça fait déjà un paquet de séances, j'imagine, derrière. Oui, pas toujours à titre professionnel d'ailleurs, parce que dès le début, j'avais pas envie de dépendre des séances pour gagner ma vie, donc j'ai continué à avoir un autre métier, et puis Kevin Finel a eu la gentillesse de me solliciter pour être formateur, ce qui m'a permis de garder les séances, pas comme un premier gagne-pain, parce que c'était quelque chose qui me posait un problème moral personnel, de me demander si je risquais pas de les garder plus longtemps comme clients qu'il n'était nécessaire si je dépendais que de ça. Après, par rapport à la formation que tu proposes là, à l'Arche, donc plus par rapport à l'hypnose conversationnelle, là ça fait longtemps du coup que tu la dispenses cette formation? Ça doit être fin 2011 la première, je pense. D'accord. Comme ça sera intemporel pour ton interview, même dans 20 ans on saura que ça a commencé fin 2011. Parfait. Ouais, alors par rapport à la conversationnelle, du coup, déjà, peut-être pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, même si j'imagine que ça ne va pas être simple forcément de pouvoir définir un peu ce que c'est, est-ce que toi, tu aurais une définition de ce qu'est l'hypnose conversationnelle? Non. La question était déjà un peu... Non, je plaisante. De toute façon, tu sais, on a cette mauvaise habitude quand on pratique l'hypnose de toujours répondre non aux questions fermées. C'est pour ça. Non, mais je plaisante. Une définition, oui, c'est comment emmener quelqu'un en transe sans utiliser d'induction formelle. On peut dire ça, mais si tu veux, j'ai le nez qui me chatouille, je suis désolé, je vais le toucher un peu plusieurs fois, mais par exemple, une grande partie de la pratique d'Erickson est formelle et une grande partie de sa pratique est conversationnelle, c'est-à-dire que souvent avec lui, les gens rentraient en transe sans savoir que ça avait commencé. En fait, la notion même d'hypnose et la notion de transe, par moments, je les trouve relativement absurdes parce que l'état de conscience d'un être humain n'arrête pas de changer, il passe d'un état d'absorption à un autre, et c'est quoi les frontières? Alors, ici, il y a Cyril Champagne et Clément Appelian qui cherchent à fixer des critères de ce qu'est une expérience hypnotique ou pas une expérience hypnotique, et respect à leur travail, mais je ne suis pas forcément toujours convaincu des critères qu'on va trouver, parce que à partir du moment où on peut trouver, en fait c'est compliqué les sciences humaines, c'est pas des sciences exactes, donc on fait avec des catégories approximatives, et puis l'important c'est pas que ce soit vrai, c'est que ce soit utile. Donc pour revenir à une définition de l'hypnose conversationnelle, c'est une hypnose où les gens ils sont rentrés en état d'hypnose sans savoir qu'ils y étaient dès le départ, tout en sachant qu'on n'est pas complètement sûr que ce qu'on appelle l'état d'hypnose existe. C'est embêtant, hein? C'est ça. C'est pour ça que je disais que c'est pas toujours simple en plus de définir, déjà parce qu'on ne sait même pas ce qu'est la conscience, on ne sait même pas vraiment définir l'hypnose déjà. C'est pour ça que c'est pas simple. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire que simplement on a des mécanismes d'apprentissage qui sont très riches chez l'être humain, que parfois nos capacités d'apprentissage sont bloquées dans un certain domaine, que souvent c'est lié à des émotions désagréables qui ont pu être intenses ou répétées, et qu'on va chercher par l'interaction, par la relation. C'est un peu la métaphore que je prenais tout à l'heure en cours, tu sais, c'est on évolue, il y a une émotion forte qui vient nous bloquer, ou plusieurs, et puis tout d'un coup c'est bloqué. Et puis une interaction avec une personne fait que
ça se délie un peu et qu'on retrouve de la fluidité dans notre capacité d'apprentissage et qu'on se remet en mouvement. Peut-être que c'est juste ce moment de délier ce qui s'est à un moment donné rigidifié, qu'on pourrait appeler, dans ma façon de le percevoir, en tout cas, hypnose ou transe de changement, alors que la personne, quand elle est comme ça, elle est aussi dans une transe, au fond, elle est bloquée, mais par rien d'autre que son propre imaginaire et son propre ressenti. Donc l'idée, c'est comment transformer ça en quelque chose de plus fluide. Et justement, alors qu'est-ce qui distingue, je dirais, une simple conversation avec l'hypnose conversationnelle? Où est la limite? Tu veux qu'on joue? On peut, oui. On pourrait. C'est d'abord la qualité et l'intensité de la relation. C'est le moment où l'autre sent qu'il peut être vraiment touché, en lien fort. Je crois que la première des choses, c'est qu'il y a tu vois, cette espèce de vrai climat d'authenticité, de complicité, où chacun amène sa propre vulnérabilité, où chacun permet à l'autre de le reconnaître comme humain, d'abord. Et ça, souvent, on met beaucoup de masques, on est dans des rôles sociaux. C'est un moment où l'accompagnant va apporter... Ouais, je crois qu'une chose essentielle, c'est d'abord d'apporter sa vulnérabilité. Après, il y a quand même d'autres facteurs, c'est que il y a un certain nombre de techniques qui vont... mettre en panne un certain nombre de mécanismes de contrôle, de tentatives de contrôle, si tu veux. Notre pauvre cerveau, il a une capacité de contrôle qui est assez limitée, si c'est pas illusoire. Et du coup, c'est assez facile de le saturer, de le déstabiliser. Mais pour moi, l'essentiel, c'est vraiment ailleurs, dans l'empathie, dans le lien, dans ce qui fait qu'on n'a plus besoin de contrôler, justement. C'est pour moi plus important. Même si, effectivement, on peut utiliser les suggestions indirectes et générer tout ce qu'on a vu hier matin, par exemple, tu vois, prêter attention à ce qui est de l'accord, à ce que la personne fasse oui. Tu vois, ça fait partie d'eux. Mais c'est pas l'essentiel, c'est partir de l'autre, c'est être avec l'autre, c'est se centrer sur l'autre. Bernard, il me disait une chose que j'aime beaucoup, il disait la première hypnotiseuse, c'est la mère. Et quand on voit un parent aimant s'occuper de son enfant, on voit bien qu'il y a un lien d'hypnose qui se crée. Dès lors qu'il y a un enjeu comme un enfant malade ou un truc comme ça, il y a un état de totale attention de l'un qui appelle un état de totale attention de l'autre, et l'un et l'autre s'absorbent dans la relation mutuellement. C'est pas si différent d'une relation amoureuse non plus, hein. Enfin, dans les débuts ou dans les moments privilégiés, parce que une relation d'amour, ça a aussi des moments de simple complicité plus légère, mais il y a des moments comme ça où le reste du monde disparaît, où il y a une absorption complète. Pour moi, c'est un des critères les plus forts de l'hypnose, en fait, c'est qu'il y ait une perte du besoin de contrôle et une absorption complète dans l'expérience. Parce que du coup, tout ce qui est habituellement contrôlé, refoulé, devient disponible et la suggestibilité, la malléabilité, le pouvoir de l'imagination se redéploie à plein comme chez un petit enfant peut-être. Et puis finalement, je dirais que c'est des choses du quotidien qu'on a tous déjà vécues, ces moments-là d'absorption avec l'autre, et c'est les moments, je pense, les plus beaux même à vivre dans nos relations. Je crois que c'est ce qu'on cherche dans nos liens, et je dis souvent, une relation amoureuse, ma femme ne sera pas contente, mais des fois ça se passe bien, il y a des hypnoses agréables, mais c'est la preuve qu'une relation amoureuse, ça peut vraiment être une transe, c'est regarde, tu vois que des qualités à une personne, et parfois 2 ou 3 ans après, tu lui vois que des défauts. Dans les 2 cas, il y a eu des hallucinations. Puisque en fait, la personne, elle n'avait pas que des qualités ou que des défauts. On a créé une image de l'autre. Je crois qu'on est rarement en rapport avec... c'est aussi une chose dont on parle au long de la formation. On est rarement en rapport avec le réel. On est en rapport avec une perception tronquée du réel. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est compliqué de définir ce que c'est que l'hypnose. Pour moi, l'hypnose, c'est ce moment, ce shift-là, où ce qu'on croyait tenir pour vrai peut s'assouplir pour créer de nouvelles représentations. C'est un ami hypnotiseur qui s'appelle Frédéric Vincent. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais j'aime bien sa métaphore que quelque part notre esprit c'est comme de la pâte à modeler et que si on ne la travaille pas suffisamment, elle sèche et souvent notre pensée elle sèche et devient rigide et que le rôle de l'hypnose c'est de réchauffer la pâte à modeler pour lui permettre à cet esprit de recréer de nouvelles empreintes. J'aime bien cette métaphore-là, elle me paraît juste. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a une forme de rigidité de toute façon qui se crée chez les personnes et c'est de recréer un peu du mouvement pour les aider à sortir de ça. S'il n'y avait pas de rigidité, on changerait d'avis comme des girouettes, ce serait probablement pas pratique non plus. C'est important de pouvoir s'opposer à une opinion qui est contraire à nos valeurs. Sinon, comment on construit notre identité? On est un espèce de Bob l'éponge qui reste là à dire
Ah ouais, je suis d'accord. Ah ouais, je suis d'accord. Ah ouais, je suis d'accord. Alors, c'est vrai que dans une certaine mesure, ça peut même être un idéal philosophique d'aller vers l'absence d'opinion, mais c'est pas pratique socialement. Ça peut être possible dans une pratique spirituelle, si on est moine bouddhiste, par exemple, ou quelque chose comme ça, de tout accepter comme une possibilité. Moi, je trouve que c'est très intéressant comme chemin, mais c'est pas forcément adapté à tous les éléments de la vie sociale, à tous les contextes. Si tu bosses ou que tu passes ton permis et que tu dis « ouais, ça c'est bien, mais ça aussi », ça va être un peu compliqué. À un moment donné, une société, elle est construite sur des normes, sur des jugements, sur des valeurs, et appartenir à un groupe, ça demande de partager quelque chose. Et si je reprends peut-être ta définition du début, à savoir que ce serait l'hypnose conversationnelle, une hypnose qui n'est pas formelle finalement, Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la PNL, les protocoles qu'on peut apprendre, ceux qui sont formés, c'est du coup de l'hypnose conversationnelle? La PNL, quand elle est bien faite, c'est de l'hypnose conversationnelle. J'insiste sur le bien fait parce que souvent la PNL telle qu'elle est enseignée est très analytique, surtout en France. En France, on aime bien se prendre la tête au lieu de vivre des expériences. Donc on passe tout à la moulinette du mental et ça, c'est pas de l'hypnose. Mais par contre, pour les créateurs de la PNL, clairement, la PNL de toute façon, c'est de l'hypnose. Non pas que l'hypnose soit de la PNL, mais la PNL bien faite, c'est de l'hypnose. Pour moi, il y a quelques éléments de PNL, le travail sur les sous-modalités, le travail sur le métamodèle, le recadrage. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui ont une dimension hypnotique quand elles sont utilisées avec ce lien dont je parlais. S'il n'y a pas ce lien, c'est pas intéressant en fait. S'il n'y a pas ce lien, la personne ne se laissera pas toucher. L'hypnose, c'est d'abord une qualité de relation, une relation chaleureuse entre deux personnes d'abord, disait Milton Erickson, tu vois. Et j'aime bien cette idée-là. Après, il y a tellement de conceptions de l'hypnose. Je veux dire, pour certains, l'hypnose, c'est ce qu'on pratiquait au 19e siècle avec des gens qui ne sont en état d'hypnose que s'ils sont somnambules ou catatoniques. Et pourquoi pas? J'ai tendance à penser que cette représentation de l'hypnose-là, elle ne peut pas fonctionner avec tout le monde, ou en tout cas, ça demanderait beaucoup de temps. Et quel serait l'intérêt? Après, je sais pas, ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche à vivre des expériences étranges, pourquoi pas? Mais si on cherche juste à se réapproprier de la vie et du dynamisme, de la dynamique de changement dans la vie, on n'a pas besoin de ça. Et je pense en plus que ce sont des formes culturelles, que c'est une des très jolies choses aussi que Bernheim a mis en avant, par exemple, c'est que les démonstrations de chez Charcot, elles étaient liées d'une part à la pathologie des patientes et d'autre part à un certain nombre de conditionnements qui faisaient que tout d'un coup, l'hypnose devenait un show. En fait, c'est la Salpêtrière qui invente l'hypnose de spectacle, si je voulais faire du mauvais esprit. C'est des médecins qui inventent l'hypnose de spectacle, mais c'est du mauvais esprit. Mais je pense pas que ce soit ça l'hypnose. En fait, le mot à lui-même est tellement connoté culturellement que peut-être il faudrait en changer. Je sais que, je sais plus comment il s'appelle, donc ça va pas aider, mais qu'il y a des personnes qui cherchent d'autres mots pour ça. Je pense que ce qui est important, c'est pas l'hypnose, que l'hypnose, elle est là pour réparer une indigence de notre culture qui a, j'ai presque envie de dire, mutilé une partie de la façon de notre esprit de fonctionner. Elle l'a fait pour de bonnes raisons, parce que, par exemple, au XVIIIe, le siècle des Lumières, c'est un moment où on va se libérer de l'aliénation liée à un certain nombre de croyances, et c'est super. Sauf que parfois, certains y ont substitué d'autres croyances matérialistes et positivistes qui ont aussi leurs limites. Et qu'à un moment donné, dans ce 21e siècle où on arrive justement à la fin de ce système de pensée avec un certain nombre de catastrophes écologiques qu'il a produites quand même, c'est peut-être, et pour ne pas parler des guerres, c'est peut-être le moment d'apprendre à se servir du plein potentiel de l'être humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que des personnes seraient bloquées alors qu'elles peuvent être libres. En fait, si je suis tout à fait franc, c'est pas l'hypnose qui m'intéresse, c'est les gens. L'hypnose, c'est un moyen, c'est une philosophie, c'est un point de vue. Mais je veux dire que ça s'appelle hypnose ou que ça s'appelle qigong ou que ça s'appelle méditation ou que ça m'importe pas en fait. Ce qui m'importe, c'est que les gens puissent vivre plus libres et plus vivants. C'est ça qui m'intéresse. Je m'en fiche. L'hypnose, c'est un super moyen que j'ai trouvé. C'est un nom qui est posé sur un truc que j'ai rencontré à un moment donné de ma vie, dans des circonstances difficiles, et qui m'a montré qu'avec un regard, avec quelques mots, l'expérience pour soi et pour les autres pouvait changer. C'est ça qui m'intéresse. L'hypnose, c'est pas très important en fait. Ce qui est important, c'est la vie et c'est les gens. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Pour les praticiens en hypnose, quel serait l'intérêt de faire de l'hypnose conversationnelle?
quel serait l'intérêt qu'une personne puisse se libérer avant d'avoir l'opportunité de se mettre en état de défense, par exemple? Quel serait l'intérêt pour une personne qui a peur de perdre le contrôle de pouvoir vivre cette expérience sans avoir le temps de se méfier que ça commence? Quel serait l'intérêt pour la personne qui vient voir un praticien de pouvoir se laisser aller à la relation plutôt que d'attendre le moment où on va accomplir un rituel presque magique de écouter le son de ma voix et respirer et prêter attention à la manière dont votre main commence. Je veux dire, ok, on peut faire tout ça et c'est chouette, mais c'est dommage de ne pas commencer avant. En fait, pour moi, l'intérêt de l'hypnose conversationnelle, c'est étant profondément pas trop courageux et n'aimant pas trop rater ce que je fais, je trouve que c'est vachement chouette de commencer une induction quand la personne est déjà en transe. Et puis je trouve aussi que dans une séance, comme une séance, ça n'est au fond rien d'autre qu'une réouverture vers l'apprentissage. Je sais pas, mais l'apprentissage, il a besoin de répétition et il a besoin d'intensité. Et ça peut être bien que chaque phase d'une séance soit utile au changement. Donc dès lors qu'on commence à prendre de l'information sur ce que souhaite la personne et sur ses besoins et ce qui a besoin d'évoluer, eh ben ça commence déjà. Alors on peut commencer par une induction, bonjour, entrez en transe, et c'est intéressant, mais il y a probablement pas mal de gens avec qui ça passera pas à tous les coups. Des fois je commence une séance comme ça, par bonjour, on va commencer par faire quelques tests pour voir ce qui vous conviendrait ou pas, et puis on verra après. Mais bon, je sais pas, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir le choix dans la vie, en fait. J'aime bien ça. Donc à quoi ça sert ? Ah, rien, mais c'est pratique, ça sert, en fait ça sert pas plus d'avoir l'hypnose conversationnelle dans sa besace que d'avoir différents types de légumes dans son frigidaire. C'est juste que ça permet de composer des séances qui sont plus riches et plus variées, je crois. Oui, puis c'est avoir juste la possibilité de le faire s'il y a besoin de le faire. Ouais, et puis je te dis, moi je trouve que c'est, en fait, puisque c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une relation, pourquoi pas le donner tout de suite? Je trouve que c'est très intéressant qu'on regarde exactement comme ça, qu'on regarde un doigt et qu'il commence à bouger, alors même qu'on n'a pas créé de rituel hypnotique pour que les choses se produisent en fait. Je pense profondément que l'hypnose conversationnelle, c'est juste savoir à qui on s'adresse. Est-ce que c'est l'intellect qui s'adresse à l'intellect ou est-ce que c'est toute la personne qui s'adresse à des parts de la personne que l'autre ne reconnaît pas elle-même. Tu vois, c'est ça. L'idée, c'est comment est-ce que l'accompagnant, c'est volontaire que je change mon focus du regard pour que tu le sentes, que l'accompagnant fasse évoluer son attitude pour que l'autre prenne conscience de parts de lui auxquelles il n'était pas attentif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est rien en fait, c'est juste une intention au fond. Je crois que les techniques en hypnose, bon, elles sont utiles parce qu'elles permettent d'avoir une boîte à outils, mais une boîte à outils, si on n'a pas l'amour du travail bien fait, ça sert à rien en fait. Alors que si on a l'amour du travail bien fait, avec 2-3 outils, on arrive à faire des merveilles, même quand on n'a pas plus. Je ne crois pas que les outils soient l'essentiel. Les outils, c'est bien, c'est utile. Mais je crois que l'essentiel, c'est l'engagement qu'on met à faire quelque chose de bien, tu vois. Et ça passe par se remettre en question. Après, peut-être plus concrètement, alors moi, je sais que la première, je m'étais déjà un peu intéressée sur l'hypnose conversationnelle. C'est vrai qu'il y a peu d'informations, en fait. En tout cas, je dirais des informations peut-être fiables ou je trouve qui me paraissaient, moi, pertinentes. Et même sur la manière de faire de l'hypnose conversationnelle, je trouvais peu d'informations. Est-ce que, pour les personnes là, qui peuvent regarder, tu aurais même un peu des conseils ou des outils à partager qui pourraient peut-être faciliter? La seule chose que je pourrais partager en quelques minutes comme ça, c'est vraiment une attitude. Parce que les outils, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la qualité d'attention qu'on porte à l'autre et l'intention qu'on met dans ce qu'on fait. C'est d'être au service de l'autre plutôt que d'être au service de son propre ego. C'est plutôt que de vouloir mettre en transe l'autre, c'est s'intéresser à ce qui se passe pour lui ou pour elle. C'est de prendre le temps d'écouter. En fait, tout le monde rentre en transe tout le temps. Tu vois, je prends cet exemple-là, mais une personne qui vient nous voir, a priori, ce qui l'amène, c'est déjà une transe. C'est déjà qu'il y a une part d'elle-même qui est restée bloquée à un autre moment de sa vie qu'aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment une transe pour le coup. Et du coup, le plus important à ce moment-là, c'est qu'elle se sente accueillie
au moment où c'est là, c'est que quand une émotion pointe son nez ou qu'une métaphore est là, l'accompagnant ne cherche pas à faire ce qu'il veut, mais utilise ce qui lui est donné. S'il y a des conseils, pour moi, c'est vraiment ça. C'est à la première émotion, au premier signal idéomoteur, être attentif à ça et le prendre en compte et accueillir ce qui vient. Pour moi, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas si c'est clair, c'est être tourné vers l'autre avant d'être tourné vers soi, en fait. Ce qui est évidemment utopique, parce qu'on pense toujours à soi aussi. C'est juste une question de degré. Je pense que l'hypnose conversationnelle, c'est accepter de rentrer dans une transe où on se laisse complètement envahir par la présence de l'autre. Et si on fait ça, alors à peu près tous les outils fonctionnent. Mais pas toujours avec toutes les personnes les mêmes outils. D'où l'idée d'avoir une boîte à outils. Par exemple, puisque ces 2 jours, on travaille beaucoup le métaprogramme et les métamodèles, pardon. Le métamodèle et les recadrages conversationnels sont des outils qui ne sont pas essentiels. Mais ils ont un intérêt, c'est qu'ils apprennent à écouter. Ils apprennent à être attentifs. Ils apprennent à être attentifs à ce qui est dit au sous-texte de ce que disent les gens. C'est quand une personne dit quelque chose, qu'est-ce qu'elle dit dans sa manière de le dire, dans les mots qu'elle utilise. Tu vois, on a eu ces exemples-là. Ça permet d'apprendre à focaliser vraiment plus son attention dans sa direction. Ça va aussi créer une forme de flexibilité mentale, parce que à force d'avoir des questions qu'on ne se pose pas d'habitude, tu as pu voir déjà ces 2 premiers jours comment à un moment donné, une question fait que la personne qui est accompagnée, elle fait... Et là, tu sais déjà que tu as une transe en fait, et que tu as juste à, si tu veux l'approfondir, souvent je fais ça surtout sur les formations que je donne plus courtes, c'est quand la personne elle est là, en fait, si tu attrapes son poignet et que tu fais 3 suggestions, elle rentre en transe, parce que c'est déjà là. En fait, la transe est déjà là. La transe, elle est là tout le temps. Kevin Finel, il avait une jolie formule quand on a commencé à travailler ensemble. Il disait, la différence entre l'hypnose conversationnelle et l'hypnose formelle, c'est juste que ça demande d'être plus rapide et plus attentif. L'hypnose formelle, ça permet de ralentir le sujet. Tu vois, de le rendre plus observable. Ouais. Mais si tu es vraiment toi-même suffisamment en transe pour être attentive à l'autre, ton temps, il change et ton temps à toi change. Et du coup, tu n'as plus besoin de ralentir l'autre, puisque toi-même... C'est ce que théorisaient d'ailleurs Bandler et Grinder dans leur début, cette idée qu'il y avait un downtime pour le sujet et un uptime pour l'opérateur. C'est-à-dire que nous, on a notre temps qui se distord vers de plus en plus de perception, et le temps ralentit parce que notre temps intérieur s'accélère, et en fait, il n'a même pas besoin de s'accélérer, il suffit qu'il se libère de nous. Quand la danse est silencieux, c'est fou tous les trucs qu'on remarquait pas avant. Et c'est intéressant parce que souvent on reçoit en formation en hypnose des gens qui ont tendance à être un peu hyperactifs de la caboche et qui se rendent compte à un moment donné qu'en fait ce truc qui les gênait pour entrer en relation avec l'autre, s'ils apprennent à le tourner vers l'autre au lieu de le tourner vers soi, c'est une ressource fabuleuse. Tout d'un coup, tu vois, chaque mouvement de pupille, chaque déglutition, tout ça, ça s'observe. Les moments où la pose colore, où il y a un micro-mouvement dans les mains, au niveau de la tête, c'est là tout le temps. C'est chiant. Ouais, c'est pour ça qu'on ne le dit pas. Mais voilà, je crois que... Après, comment je peux dire ça ? De toute façon, l'hypnose, c'est conversationnel, il y a un échange, il y a une relation. Mais l'idée, c'est que ça peut commencer bien avant le rituel où on fait abracadabra, poudre de perlimpinpin, bras qui se lèvent. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ça fait partie de la mise en scène qu'on va créer pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est attendu par le sujet, parce que ça lui permet de valider qu'il vit une expérience hors du commun et que ça fait partie des éléments de suggestion, souvent dont il a besoin pour croire qu'il peut changer, alors qu'en fait, il n'a pas besoin de ça pour changer. Et la deuxième chose, c'est que, comment je peux dire ça ? Ça va aussi servir de levier pour aller plus loin dans l'absorption et dans l'intensité de cette libération des ressources. C'est-à-dire que une main qui bouge, ça devient facilement un levier qu'on peut lier à un effet qui est suggéré. Et voilà, mais c'est pas l'essentiel, quoi. Pour prendre ces exemples-là. Et
Alors après, on va me dire, ouais, mais c'est différent quand ce sont des hallucinations. Ou... En fait, tout le monde vit des hallucinations tous les jours. Encore une fois, tomber amoureux, c'est vivre une hallucination. C'est croire qu'on va trouver chez une personne des trucs qui n'existent qu'en soi. On est toujours en hallucination, on ne perçoit jamais le réel. Alors on peut modifier les distorsions du réel qu'on fait, mais je sais pas, toi, j'ai envie, je peux retourner là. Quel est le phénomène hypnotique qui ne s'observe pas dans la vie réelle, dans la vie normale? Ouais, moi j'en vois pas. Mais... Des somnambules, moi j'en vois plein le métro. Tu vois, je veux dire, c'est quoi c'est présent tout le temps. Donc, pour moi, l'objet de cette formation, puisque je parle de cette formation aussi, puisque tu es en train de la suivre. J'allais te demander d'en parler, justement. Ah, pardon. Non, mais c'est très bien. C'est d'abord d'inviter les praticiens à sortir de la posture pour aller vers l'authenticité d'une personne avec une autre personne. Parce que je trouve que ça change des choses. Et c'est pas facile. J'aime pas le mot de posture, tu vois, justement parce que pour moi, posture, ça raconte quelque chose de fabriqué. Et ce qui m'intéresse, c'est d'enlever dans la relation ce qui peut séparer les deux personnes. C'est que l'espace, qu'au lieu que ce soit un espace qui unit, qui sépare, ça devienne un espace qui réunit. Tu vois, que ce qui est habité là, au lieu que ce soit un vide, ça devienne un truc qui relie. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des techniques. Une technique que j'adore personnellement, qu'on verra un peu plus tard dans la semaine, c'est la modélisation symbolique. Parce que c'est apprendre à mieux se servir du monde imaginaire du sujet. Parce que je dis souvent en formation, il y a deux grandes portes d'entrée spontanées dans la transe. L'une, c'est l'émotion, et c'est marqué sur le tableau là. Et l'autre, c'est la métaphore. Ce sont deux endroits où on bascule très facilement de l'autre côté du truc qu'on croyait contrôler, de l'autre côté de la rationalité, et pouf, on est déjà dans un autre monde. La formation. Pose des questions. Qu'est-ce que tu as déjà un peu répondu en fait. J'allais dire, qu'est-ce que tu cherches à faire avec cette formation? Qu'est-ce que tu enseignes en fait, ou pour donner envie peut-être aux personnes de la faire cette formation? J'essaye de donner envie. Alors ça va plus donner envie à ceux qui l'ont vécu, je pense, parce que pour les autres ça risque d'être un peu abscon. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de donner envie d'être libre et de rencontrer vraiment l'autre. Alors évidemment, ça va passer par beaucoup de précision. Tu vois, tu as vu le décryptage tout à l'heure, tu as vu tout ce qu'on peut observer quand on décrypte. Évidemment, il va y avoir de l'exigence de précision, il va y avoir de l'exigence technique. Mais encore une fois, tout ça, pour moi, ce ne sont que des moyens. C'est pas la différence entre un artiste et un barbouilleur, c'est que l'artiste, tu lui donnes un bout de bois brûlé, il sera capable de faire une œuvre. Alors que le barbouilleur, tu peux lui acheter toutes les boîtes, parce que ce qui est important, c'est de regarder et de relier le geste à l'œil. C'est ça qui va faire le peintre. C'est pas la technique, c'est comment l'œil et la main dialoguent l'un avec l'autre. Et pour l'hypnose, pour prendre une métaphore, ce qui va faire la différence, c'est pas les outils, c'est la manière dont le regard et l'écoute sont liés au corps et à la parole. C'est-à-dire comment on habite la relation. Ça te parle à toi? Moi, oui, très bien. Ok, c'est déjà ça. C'est pour ça que je suis là aussi. Donc voilà, après, je sais pas si ça donnera envie, mais c'est pas important, ça donnera envie à ceux qui avaient déjà envie, en fait. Je sais pas si on est là pour donner envie ou pour confirmer aux gens leurs envies. Je crois en plus que, tu vois, une des choses que j'essaye de faire passer dans la semaine, et je pense que tu le remarques déjà, c'est aussi l'idée d'arrêter de vouloir aliéner le sujet à ce qu'on propose. Au contraire, de le reconnaître comme libre et de profiter de sa liberté pour l'aider à être encore plus libre. Je veux dire, fais ce que je te dis, c'est pas l'hypnose que j'ai envie de transmettre. L'hypnose que j'ai envie de transmettre, c'est montre-moi ce que tu fais. Waouh! Tu as une idée des autres façons dont tu pourrais t'en servir? Tiens, par exemple, si tu fais ça, il se passe quoi? Tu vois, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et c'est ce qui fait, pour le coup, je vais faire un peu de pub, non pas pour ma formation, mais pour Kevin Finel. Parce que c'est ça qui m'a fait aimer son enseignement et cette école. C'est cette générosité de mettre l'autre au centre et de le respecter. Alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive tous les jours ici comme ailleurs,
Mais voilà, c'est ça qui m'importe. C'est ce que je retrouve dans d'autres écoles, hein. Je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est ça qui a fait waouh, ça me plaît. Si un jour c'était plus là, j'aurais, tu vois, c'est ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est des valeurs en fait, c'est le respect de l'autre. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir la place de m'émerveiller de ce que je rencontre et d'apprendre de mes sujets, comment ils font en fait. C'est eux mes profs. C'est eux qui me montrent comment ils font pour aller mal. Et quand ils me montrent comment ils font pour aller mal, ils me montrent en même temps comment ils pourraient faire pour aller bien. Et c'est un dialogue où chacun de nous partage ce qu'il voit. À chaque fois qu'ils disent un truc, ils m'enrichissent et j'essaye de leur dire ce que moi je vois pour les nourrir. Parce que je crois que ce que j'aime le plus dans l'hypnose, c'est que c'est un espace de rencontre avec l'altérité, un espace où fondamentalement ce qui est important, c'est d'être avec et de découvrir qu'en étant avec, ça suffit pour changer en fait, si on est vraiment avec. Ça te parle à toi? Ouais, totalement, ouais. Chouette, c'est bien. Et puis allez, je ne vais pas te retenir bien plus, mais il me semble avoir vu passer alors, sur les groupes Facebook Hypnose que tu étais peut-être en projet d'écriture d'un livre sur l'hypnose conversationnelle. Oui, c'est long parce que comme j'ai repris la fac de psycho, que j'ai pas mal d'histoires familiales à gérer, énormément de travail, tout ça, c'est un projet qui est en jachère depuis longtemps. Et ce que je fais en ce moment, comme ça va beaucoup plus vite quand je parle, c'est d'enregistrer pas mal de façon à pouvoir retrier et je pense que je vais terminer ce que je suis en train de faire à la fac en 2020. Et dès que j'aurai terminé ça, je me mettrai à l'écriture. Donc ça va bien finir par arriver. Si quelqu'un n'a pas écrit un truc plus intéressant et plus pertinent avant. Mais je pense en fait que le livre d'hypnose conversationnelle, en fait, sera un livre sur une vision de l'hypnose. C'est une des choses qui me peine en ce moment dans ce que je vois sur le marché de l'hypnose. Je dis ça aux auditeurs, arrêtez de faire ce truc-là. C'est que les gens cherchent des recettes au lieu de chercher de la culture. Alors que les recettes, elles permettent de faire des choses et il y en a besoin. Mais la culture, c'est un peu comme... comment il s'appelait le constructiviste suisse? Piaget, il disait l'intelligence, c'est ce qu'il y a quand on ne sait pas. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Et pour moi, ce que permet la culture, c'est de s'adapter à quand on ne sait pas. C'est de nous nourrir de métaphores, de curiosité, d'envie, d'un positionnement dans la relation. Donc, le bouquin que j'ai envie de faire, il sera probablement moins orienté recettes de cuisine et plus état d'esprit. Il faudra trouver quelques petits outils quand même, et c'est pour ça que par exemple sur cette semaine, on commence, tu as vu, par mettre un peu le désordre dans les cerveaux pour apprendre à aimer ça, en fait. Pour apprendre à aimer être incertain, pour apprendre à aimer être ouvert, plutôt que de s'accrocher à des trucs. Parce que comment on peut transmettre à un client qui vient nous voir l'envie d'être libre, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, si nous-mêmes on est arc-boutés sur nos besoins de sécurité. Souvent, tu sais, je me dis, on va tous crever. C'est la seule certitude qu'on ait depuis notre naissance. Ce serait bien d'arrêter d'avoir peur, non? Voilà, c'est pour le livre. Bah, parfait. Puis ça fait un beau mot final, enfin, un beau mot de la fin. Ouais. Ça te va? Ça correspond à... Ça va être un peu bizarre, mais c'est pas grave. Les hypnos qui sont pas bizarres. J'allais le dire. Voilà. Ce serait bizarre. Ok, je te remercie beaucoup, Merci c'était rigolo. Merci beaucoup.